Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième vidéo de la chaîne, l'ordre et la preuve. Alors aujourd'hui, on va aborder un chapitre qui est surtout vu en première, mais qui est aussi largement réutilisé en terminale et aussi en classe prépa, puis pour les études supérieures en général. Donc ce sont les suites numériques. Qu'est-ce qu'une suite? Alors une suite, c'est un terme initial. Un terme initial, c'est quoi? C'est un point de départ et une relation de récurrence. Donc si on vous pose la question un jour, qu'est-ce que c'est une suite? Eh bien, une suite est définie par un terme initial, c'est-à-dire un point de départ, une valeur de départ, et ensuite une relation de récurrence. Alors on va voir ce que c'est après plus tard une relation de récurrence, mais en gros, si ça devait se présenter devant vous dans un énoncé, ça ressemblerait à ça, à cette accolade avec le U0 qui est égal à une valeur, ça peut être 1, 10, une fraction, peu importe, et ensuite la relation de récurrence, donc c'est UN plus 1, c'est en gros le terme d'après. Comment on fait pour calculer le terme d'après? Et alors là, la façon dont ça se lit, c'est UN plus 1 est égal à UN plus B. Bon, c'est un exemple basique. C'est UN plus 1, en gros le terme d'après, qui est égal au terme d'avant plus quelque chose. Le petit U, c'est en fait le nom de la suite, hein. On pourrait très bien l'appeler V, W, T, peu importe. C'est d'ailleurs, on utilise les suites dans plein de domaines, on va le voir après, mais on peut lui donner le nom qu'on veut. Donc en général, comme on dit f de x, bah là en gros on va dire U. Et le chiffre qu'il y a en bas, ça s'appelle l'indice. C'est-à-dire que dans une suite, vous allez avoir plusieurs termes et pour identifier chaque terme, eh ben, on va lui donner un numéro. Et en général, le début d'une suite, c'est l'indice 0. C'est pas 1, c'est 0. Alors, il peut y avoir des cas, on verra plus tard dans les exercices, il peut y avoir des moments où l'indice peut commencer à 1, à 2, etc. Ça, c'est libre, j'ai envie de dire, au contexte, mais en général, ça commence à U0. Alors, à quoi ressemble une suite? Alors, une suite, en fait, c'est tout simplement une valeur à qui correspond, eh bien, j'ai envie de dire un identifiant. Et là, c'est U0 pour 1, U1 pour 2, U2 pour 3, et ainsi de suite, jusqu'au nème terme. Nème terme, ça veut dire le terme ultime, le terme qui est en fin de suite. Et là, en l'occurrence, ça serait n plus 1. Alors, un peu de vocabulaire. Il y a pas mal de vocabulaire dans ce chapitre. Le terme général, ça correspond à UN. Donc gardez ça en tête. C'est pas important pour le moment, mais dans la résolution d'exercice, parfois dans les énoncés, on va vous dire, eh bien, donnez le terme général. En fait, on vous demande de calculer UN. Voilà, on va le voir après. Alors, à quoi servent les suites? Pour ceux qui se disent toujours pourquoi j'apprends telle chose en classe de mathématiques, en fait, si on réfléchit 2 secondes, les suites, ça permet en fait de prédire des valeurs futures. Et donc, dans un calcul, par exemple, de population d'une ville, si on sait que la ville, elle va perdre tant d'habitants par mois ou par année, on peut dire, voilà, dans tant de périodes, la population de la ville devrait être autour de cette valeur. Et donc, c'est intéressant parce que on peut, en fait, dans le présent, calculer, en fait, des valeurs du futur, à partir du moment où les chiffres, sont bons. Donc il y a plein de cas applicatifs, mais en gros, ça sert à modéliser une grandeur qui va évoluer dans le futur pour comprendre un peu son évolution. Ça peut très bien être une distance parcourue, dans des cas, économiques, en fonction des échanges commerciaux, ça peut très bien être l'évolution d'une ville, le nombre d'abonnés sur un réseau social, et cetera. Alors, quelle est la différence avec les fonctions? Alors effectivement, en première, en général, on commence l'année avec, l'étude de fonctions, ou en tout cas, c'est quelque chose qu'on commence à faire au niveau troisième. En fait, la différence principale, il y en a plein, hein, mais la différence principale qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'en gros, une fonction, vous allez donner une valeur pour un réel. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir un x à qui va correspondre un y, et puis un y pour un x. Et donc, on peut avoir des valeurs réelles qui correspondent les unes avec les autres. Pour les suites, c'est différent parce qu'on va être limité en fait par le n. Alors là, on va pas trop comprendre comment ça va s'articuler, mais plus tard, on va le voir dans le cours. En gros, le n ne peut que être un entier naturel. Et donc ici, eh bien, on est limité, on est contraint à utiliser un certain type de valeur, pour lequel on va avoir une valeur correspondante. Alors, on a plusieurs types de suites. Alors, les suites arithmétiques, on va étudier ça juste après.
Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour calculer le terme d'après, un plus 1, il faut prendre le terme d'avant, un, et lui ajouter r. R, on va le voir, c'est la raison. Pour les suites géométriques, le terme d'après se calcule avec le terme d'avant qui est multiplié aussi par la raison, mais cette fois, elle s'appelle q. Et ensuite, c'est plutôt vu en terminale et puis dans les années supérieures, mais ça peut être bon de le mentionner ici, on a aussi des suites arithmético-géométriques. Et auquel cas, eh ben, on le voit, hein, c'est a fois un plus b. Dans les suites, il y a une composante qu'on appelle les sommes. Et en gros, les sommes sont des suites. Une suite n'est pas forcément une somme. Donc, c'est-à-dire qu'une suite, en fait, c'est un ensemble de valeurs, mais la somme, la différence qu'elle fait avec les suites, c'est qu'elle, elle va les additionner. Vous voyez, parce que c'est une somme. Donc, à quoi ça ressemble? Bah, par exemple, je vous en donne une, bah, Sn égale à 1 plus 2 plus 3 plus n. La différence avec ce qu'on avait avant, c'est que une suite telle qu'on l'entend dans ce début de chapitre, c'est qu'en fait, elle va vous donner les termes. Et ben la somme, en fait, elle va vous les additionner. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'une suite donne les termes et la somme les additionne. Voyons maintenant les suites arithmétiques. Alors les suites arithmétiques, donc R c'est la raison et U0 c'est le terme initial, c'est le point de départ pour faire un petit rappel. Voici ici un encadré, c'est s'il y a quelque chose à savoir sur les suites arithmétiques, vous avez toutes les formules ici pour l'année. Et avec ça, normalement, vous devriez être tranquille pour les suites arithmétiques. Donc, la relation de récurrence, comme je disais, bah, c'est un plus 1 qui est égal à un plus r. Donc le terme d'avant se calcule en ajoutant la raison et on obtient le terme d'après. Ensuite, on a ce qu'on appelle la forme explicite. La forme explicite, en fait, la différence principale qu'il va y avoir avec la relation de récurrence, c'est que la relation de récurrence, en fait, elle vous fait calculer le terme d'après. Donc si vous devez calculer des termes qui sont très lointains, eh ben, en fait, ça peut être très pénible parce qu'il faut y aller de un en un. La forme explicite, elle, en fait, elle nous permet en fait d'aller directement, explicitement calculer le terme qui va être plus ou moins éloigné. Ensuite, on a ce qu'on appelle le critère de D'Alembert. Donc, le critère de D'Alembert, en fait, c'est la relation de récurrence. Si on regarde deux lignes au-dessus, le critère de D'Alembert, il permet d'étudier les variations de la suite. Et on va le voir un peu après avec un exemple. En gros, il ne s'est pas embêté. Il a soustrait à gauche et à droite un. Donc, l'égalité à droite, à droite de l'égalité, on avait donc un qui disparaît. Et à gauche, on a le moins un. Et ce qui nous donne la raison. Donc c'est très utile parce que la raison, on va le voir, en gros, c'est l'écart entre les termes. Ensuite, on a la somme arithmétique. Donc comme je le disais, en fait, pour calculer les sommes arithmétiques, on a cette formule. Ça peut être très puissant parce qu'on peut avoir une somme qui est avec énormément de termes. Donc avec cette formule qu'on va utiliser en fin de chapitre, eh bien, on peut calculer la somme de tous les termes d'une suite arithmétique. Alors, la relation de récurrence, telle que je l'expliquais, pour calculer le terme d'après, en fait, on lui ajoute la raison. Donc, par exemple, si on commence avec un terme initial U0, bah, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le 0 qui est à la place du petit n, et puis on va l'injecter, on va le remplacer dans le n de la relation de récurrence. Si jamais vous avez un problème, là, je vous ai mis un détail d'un calcul rigoureux pour calculer les premiers termes d'une suite. Alors ici, j'ai utilisé bien évidemment sans aucune valeur, on va le voir après, mais il faut garder en tête, c'est que on pose la formule de la relation de récurrence et on va injecter des valeurs qu'on a. Donc comme on connaît U0, eh ben en fait, on va mettre le 0 du U, on va le mettre dans la relation de récurrence en remplaçant le n par 0, et on va trouver en fait U0 plus 5, ça va donner U1, et U1, ça va être égal, donc comme on a remplacé UN par U0, et bah du coup, ça fait U0 plus R, et ça nous donne U1. Et on fait pareil, on injecte U1 dans le UN plus 1, du coup, ça nous donne U2, et U2, en fait, si on regarde bien la formule qu'il y a au-dessus, eh ben, ça fait bien U1 plus R, et ainsi de suite, jusqu'à retrouver la relation de récurrence. La forme explicite, comme je l'ai dit, elle permet en fait d'aller directement calculer un terme qui peut être très éloigné. Donc si par exemple on vous dit eh ben, calculer U17, comment on fait? Bah, il suffit de poser encore une fois la formule de récurrence que vous êtes censé connaître par cœur. UN est égal à U0 plus NR. Donc, en admettant qu'on vous donne un premier terme
admettons 1, et puis une raison, on va dire 2, et ben en fait, U17 va être égal à U0, c'est-à-dire 1, plus 17 fois 2. Voilà. Et là, vous allez tout de suite calculer la valeur U17. Donc c'est très très puissant, comme je le disais, puisque ça vous évite de faire tous ces petits calculs qu'on avait avec la relation de récurrence. Et ensuite, si jamais on vous dit calculer la monotonie de la suite ou calculer les variations de la suite, on utilise ce qu'on appelle le critère de d'Alembert. En fait, ça se comprend bien puisque quand on fait un plus 1 moins un, on obtient la raison. Et la raison, quand on y réfléchit 2 secondes, et ben, en fait, c'est ce qui nous permet de faire des sauts de puce d'un terme à un autre. Donc si le terme d'avant, enfin le terme d'après, pardon, est supérieur au terme d'avant, bah, ça veut dire que la suite est croissante. Bah oui, parce que si le terme d'après est supérieur au terme d'avant, bah, ça veut dire qu'en fait, bah, la valeur, elle va croître au cours du temps. Si par contre, on a un plus 1, c'est-à-dire le terme d'après, qui est plus petit que le terme d'avant, bah, ça veut dire qu'en fait, on décroît, comme si on descendait un peu les marches d'un escalier. À quoi ressemblent en fait des suites arithmétiques sur un graphe. Alors, ça peut se représenter un peu comme des fonctions, sauf qu'il y a une petite particularité, c'est que en abscisse, on a les n et en ordonnée, on a les un. On ne peut pas avoir de n négatif. Comme je disais, c'est entier naturel. Donc, on peut aller de 0 à plus l'infini. Par contre, sur les ordonnées, hein, les valeurs qui sont attribuées à chaque indice, bah, eux, ils peuvent être positifs ou négatifs, voire même égal à 0. Donc prenons l'exemple ici avec un terme euh, initial positif qui est égal à 1. Bon. Et puis on nous donne la relation de récurrence un plus 1 égale un plus 1. Donc on a identifié tout de suite, ok, la raison c'est bien 1. Donc à quoi ça va ressembler? Eh bien en fait ça va ressembler à ça. C'est-à-dire qu'on va positionner notre U0 exactement au début de la courbe de la droite verte. Et donc ici, U0, en fait, quand mon n est égal à 0, c'est-à-dire U0, mon n est bien égal à 0, donc en coordonnées d'abscisse, bah, c'est x égale à 0, mon y, c'est bien 1. En effet, un est bien égal à 1, puisqu'en fait, U0, c'est égal à 1. Et ainsi de suite, on ajoute plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, et effectivement, en U1, bah, c'est comme si on avait fait U0 plus 1, ça donne bien 2. Et la raison, en fait, je vous invite à poser la vidéo. Vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, on grimpe un peu un escalier en ajoutant toujours la raison. Prenons un autre exemple. Cette fois-ci, avec un terme initial positif, mais qui est supérieur, on va commencer en 3. Donc on se positionne, mon V0, je suis bien sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, je monte en 3, puisqu'en fait mon Vn, mon V0 est égal à 3. Et je vais ajouter la raison, sauf que la raison, cette fois, est négative. Donc qu'est-ce que ça va donner? Eh bien en fait, en ajoutant une raison qui est négative, eh ben, ça me fait des termes qui sont de plus en plus décroissants. Et ce qui est très important cette année à comprendre, c'est que les suites arithmétiques, elles sont linéaires, comme des fonctions affines. Donc, au bac, ou en tout cas aux épreuves anticipées du bac en première, on peut tout à fait vous donner des graphiques et vous dire, voilà, est-ce que cette suite est arithmétique ou géométrique? Donc, il faut bien faire attention. On va toujours d'un indice à un autre. On ne peut pas se trouver au milieu, hein. Pour rappel, n, c'est toujours des entiers naturels. On ne peut pas, par exemple, avoir u 1 demi. C'est toujours u0, u1, u2, u3. Il y a pas de décimale. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, eh bien, les suites arithmétiques sont bien linéaires. Alors, passons maintenant aux suites géométriques. Alors, la particularité des suites géométriques, c'est que on va avoir une raison qui est multipliée. Un plus 1, c'est le terme d'après. Pour le calculer cette fois-ci, on va prendre le terme d'avant, mais on va le multiplier par q. La forme explicite, elle aussi, est légèrement différente, mais bon, c'est le même principe qu'avant, c'est d'aller chercher un terme plus ou moins éloigné rapidement, directement, on va dire explicitement. Et donc, on fait U0, le terme de départ, fois Q, la raison, exposant n. C'est la différence qu'il y a avec les suites arithmétiques.
Le critère d'Alembert, encore une fois, en fait, on reprend la relation de récurrence, sauf que on va essayer d'isoler la raison qui là est Q, et donc on divise de part et d'autre, à gauche et à droite, par UN, et donc ça fait UN plus 1 divisé par UN est égal à Q. Donc là, le critère de d'Alembert, si on vous dit il faut analyser les variations de la suite géométrique, vous savez qu'il faut utiliser ça. Et enfin, les sommes géométriques. Bah, on peut très bien vous faire calculer en fait la somme d'une suite géométrique. Comment faut-il faire? Eh ben, il faut appliquer la formule. On prend le premier terme qu'on multiplie par 1 moins Q, Q avec un exposant qui est le nombre de termes de la suite, divisé par 1 moins Q. Si vous connaissez ces formules pour les suites géométriques, vous connaissez tout ce qu'il faut savoir sur les suites géométriques, en tout cas au lycée. Alors, la relation de récurrence, bah, cette fois, comme je le disais, le saut de puce, entre guillemets, d'un terme à l'autre se fait en multipliant la raison. Depuis un terme initial U0, comment ça se passe? Eh bien, en fait, on fait la même chose. On va injecter euh, les valeurs des indices des termes dans les n et ça va nous permettre de calculer les termes d'après. Pour la forme explicite, on pose la formule UN est égal à U0 fois QN. Si on cherche U17, il suffit de faire le même calcul. En fait, il faut injecter le 17 dans le UN. Si on connaît la raison et le terme initial, eh bien, on peut tout de suite calculer le terme qui nous intéresse. Alors, cette fois-ci, pour revenir aux critères de d'Alembert, ce qui est intéressant, c'est qu'une suite géométrique peut vraiment avoir différents comportements. Et on va le voir tout de suite. Pour comprendre le comportement d'une suite géométrique, et en général d'une suite, il faut regarder la raison. Donc, prenons par exemple une suite géométrique avec un terme initial qui est égal à 1. Et une relation de récurrence que l'on connaît, puisqu'on connaît nos formules, c'est égal à UN fois Q, en partant du principe évidemment que Q est différent de 0, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Alors, prenons par exemple la valeur 1 et on lui donne Q est égal à 2. Eh bien en fait, le premier terme va être égal à 1, le deuxième terme va être égal à 1 fois 2, ça va donner 2, et ensuite fois 2, ça va donner 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, on se rend compte qu'en fait, quand la raison est supérieure à 1, eh ben, on a un comportement qui est assez exponentiel, c'est-à-dire qui s'envole vers le ciel, j'ai envie de dire. Donc là, attention, hein, c'est parce que mon terme initial est positif. Si le terme initial était négatif, eh ben, ça partirait exponentiellement vers le bas. Mais restons sur cet exemple-là. Ensuite, on a le scénario où la raison est égale à 1. Alors, le cas est un peu simple, puisque évidemment, le terme de départ multiplié par 1 donnera toujours le terme de départ. Donc, ça va faire, là en l'occurrence, U0 est égal à 1. Bah, 1 fois 1, ça donne 1, fois 1, 1, et ainsi de suite. Donc, ça vous donne, si vous voulez, une droite constante. Ensuite, quand la raison est comprise entre 0 et 1, bien évidemment, attention, hein, strictement supérieur à 0, mais plus petit que 1, donc prenons un demi. Le terme au début, ça va être 1, puisque c'est U0 égale à 1. Ensuite, le terme U1, bah, ça va donner un demi, parce que 1 fois 1 demi, ça donne un demi. Fois 1 demi, ça fait un quart. Fois 1 demi, ça fait un huitième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, on se rend compte que ça tend vers 0. Le graphe le montre bien ici, la courbe verte tend vers 0. Ensuite, on a le cas à peu près similaire, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir moins 1 demi. On a une raison qui est cette fois comprise entre moins 1 et 0. Ici, c'est intéressant parce que la valeur entre guillemets va réduire, mais elle sera alternée entre des signes positifs et négatifs. Donc, on va avoir 1 multiplié par moins 1 demi, bah, ça va donner moins 1 demi. Moins 1 demi multiplié par moins 1 demi, bah, ça va donner un quart. Et après, moins un huitième, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, là, on a un comportement de courbe qui va être alterné et avec une amplitude qui va réduire, c'est-à-dire qui va tendre vers 0, ultimement. L'amplitude, en gros, c'est l'écart entre chaque pic de la courbe. Voilà, donc ça tend vers 0 avec une amplitude diminuée. Ensuite, quand on a le cas avec Q qui est égal à moins 1, en fait, la valeur va être alternée, c'est-à-dire qu'on va avoir un couple de valeurs.
En partant du principe qu'on est à U0 est égal à 1, bah, ça va donner -1, -1, -1, -1. Donc là, la courbe, en fait, est strictement alternée et elle va avoir un couple de 2 valeurs. Et enfin, le dernier cas, c'est quand c'est strictement inférieur à -1. Alors là, bah, ça se comprend plutôt bien. Si notre raison est égale à -2, on va commencer à 1, -2, -2. -2 fois -2, ça va donner 4. 4 fois -2, ça va donner -8 et ainsi de suite. Donc là, on est toujours sur un scénario alterné, puisqu'il y a un changement de signe. Par contre, l'amplitude, elle augmente. Donc là, on va vers ce qu'on appelle une divergence. C'est-à-dire que là où avant la courbe rouge, elle convergeait vers zéro, une valeur bien finie, là, quand on a Q qui est égal à -2, et ben en fait, ça diverge. C'est-à-dire que l'amplitude va augmenter et on va partir vers plus ou moins l'infini. Donc ça, c'est très important et il faut s'en rappeler quand on est en terminale. Alors, les petits cas, on va aller très vite, mais je vous invite à consulter, chaque cas, consciencieusement et de bien être sûr de comprendre les informations qui sont ici. Quand on a le cas avec la raison qui est supérieure à 1, en fait, on va avoir une croissance rapide. Alors bien évidemment, si on a un terme initial qui est positif, hein, attention. Bon, la suite va aller de plus en plus vite. Chaque terme sera plus grand que le précédent. Et en gros, la suite diverge parce que là, en l'occurrence, on l'avait vu, ça part vers plus l'infini. Elle ne va pas converger vers une valeur finie. Ensuite, on a le cas compris entre 0 et 1 qui va être le cas d'une décroissance vers 0. Alors attention, si on avait commencé avec un terme initial qui était à -1, ça serait une croissance vers 0 parce qu'on partirait de -1 pour tendre vers 0. 0 est supérieur à -1. Donc faites attention. Ensuite, on a le cas d'une suite constante. Bon, c'était la courbe bleue, hein, qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc effectivement, 1 fois 1 fois 1, hein. Ensuite, on a le cas entre -1 et 0. Donc là, attention, c'est alterné. C'est-à-dire que la suite va être alternée, mais elle va tendre vers 0. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est plus ou moins faux, mais on va parler d'une espèce de décroissance alternée vers 0. Donc, en fait, ça croît et ça décroît, hein, si on regarde chaque bloc. Mais globalement, on est d'accord pour dire que ça va tendre vers 0. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'alternance plus l'amplitude qui diminue. Et ensuite, on a les 2 derniers cas, donc le cas de -1 qui est une suite alternée, hein, le couple de valeurs 2, -2, et ensuite l'alternance avec la divergence, c'est-à-dire l'amplitude qui augmente, mais on conserve toujours ce comportement d'alternance. Alors maintenant, on va faire quelques exercices. On considère ici la suite UN, définie par UN est égal à 2n-1. La suite UN est-elle bien définie de manière explicite ou par récurrence? Ça, c'est la première question. Donc, je vous laisse poser la vidéo. Donc, n'hésitez pas à poser la vidéo à chaque fois. Et ensuite, je vous donne la correction. Alors, la suite est bien définie de manière explicite parce qu'en fait, ici, on se rend compte que la façon dont elle est définie, c'est du UN qui est égal à quelque chose n. Et ça, si on se souvient bien, c'est vraiment la formule de la forme explicite. C'est-à-dire que là, si on veut aller chercher n'importe quel terme de la suite, il suffit simplement de changer la valeur des n. Donc automatiquement ici, eh bien, c'est bien une expression explicite. C'est pas une formule de récurrence. Il n'y a pas de UN plus 1. Ici, on peut aller directement chercher les termes de la suite, n'importe quel terme. Ensuite, pour calculer les 4 premiers termes, bah, c'est simple, il suffit de remplacer chaque n par 0, 1, 2 et 3. Donc ça se fait comme ça, je vous laisse le calculer, mais en gros, on injecte bien 0 à la place des n, on remplace n par 0, et donc on va trouver tous les termes de la suite. Pareillement, si on veut calculer U10 et U999, bah, il suffit d'injecter 10 et U999. Donc l'exercice se fait plutôt bien. Il fallait juste comprendre que là, il fallait remplacer les n par les valeurs données par l'exercice. Alors ensuite, deuxième exercice. Cette fois-ci, on vous donne un terme initial, V0 qui est égal à 3. Et on vous donne une relation de récurrence, donc qui est 2Vn moins 5. Donc la première question, ici, on vous dit, est-elle définie de manière explicite ou par récurrence?
justifier la réponse? Bah, je viens un peu de le dire déjà. Ici, la bonne réponse, c'est de dire, bah, on a un point de départ, c'est V0, un terme initial. Et ensuite, on a la relation de récurrence qui nous permet en fait de progresser dans le calcul des termes qui suivent dans la suite. Donc, normalement, ce qu'il faut dire, c'est dire, on a un terme initial, chaque terme peut être calculé grâce à une relation de récurrence, et donc, en l'occurrence, eh ben, c'est bien expliqué de manière explicite, enfin défini de manière explicite. Pour calculer les 4 premiers termes de la suite, eh bien, en fait, il suffit de faire le calcul que j'avais fait dans le cours. Il suffit d'injecter en fait V0 dans Vn+1. Donc le calcul est là, je vous laisse le parcourir. On va aller assez vite sur ces premiers exercices. Mais en gros, il suffit à chaque fois de reprendre le terme d'avant, l'injecter dans la relation de récurrence et on arrive à calculer tous les termes. Pour calculer V5, ici, il fallait calculer V4. Donc ça se fait plutôt bien, c'est la continuité de la question d'avant. Et puis ensuite, on va chercher V5, toujours avec la relation de récurrence. Alors maintenant, prochain exercice. Ici, on a un capital qui est placé à la banque de 3 000 € et on a un taux d'intérêt annuel de 4 %. Donc là, la suite, c'est CN, le capital disponible au bout de N années. Donc là, on vous demande d'exprimer CN plus 1 en fonction de CN. Donc je vous invite à poser la vidéo et ensuite, on va faire la correction. Alors en fait, on sait déjà que le capital de départ va être multiplié par 4 %. Donc petit rappel de troisième sur, le calcul de variation. En gros, ici, il suffit de multiplier par 1,04, hein. Quand il y a une augmentation de 4 là, on nous dit: «Il y a une augmentation du capital» et bien, en gros, il faut faire 1,04. 1,04, ça correspond à la raison Q. Donc, comme on connaît notre formule, on sait que pour les suites géométriques, bah oui, parce que là, la raison, elle est multipliée, hein, attention, c'est multiplié, c'est pas ajouté. Et ben, UN plus 1, ça va être égal à UN fois Q. Donc ici, si on pose, enfin si on, j'ai envie de dire, on reprend le contexte, il faudrait mettre Cn plus 1, qui est égal à Cn fois la raison Q. Donc du coup, Cn fois 1,04. Et donc la réponse à donner, c'était 1,04 de Cn. On a bien exprimé du Cn plus 1 en fonction de Cn. De part et d'autre de l'égalité, on a à gauche Cn plus 1 et à droite, on a bien du Cn avec des chiffres. Donc c'est bon, on a répondu à la question. Maintenant, la deuxième question. Donc ici, on sait que le capital déposé à la période 0, c'est-à-dire à l'instant où on arrive dans la banque, eh ben, c'est 3 000 €. Donc, on met les 3 000 € à la banque et on calcule C1. Comment on calcule C1? Eh ben, on prend la relation de récurrence, on injecte le C0 qui est 3 000. Donc C0 fois Q, bah, du coup, ça va faire 3 000 fois 1,04. Et à la fin de la première période, on a 3 120 € et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vous laisse reprendre le calcul, mais voilà. Donc ça, c'était des exercices introductifs sur comment on utilise la forme explicite et la relation de récurrence. Ça se fait plutôt bien. Il faut être rigoureux pour ne pas se tromper dans les calculs, mais c'est plutôt assez accessible. Alors maintenant, faisons des calculs de somme. Donc, vous pouvez aller chercher, sur votre feuille ou un peu plus tôt dans la vidéo, les formules des sommes, d'accord? Et poser la vidéo pour faire les calculs. On va corriger ça tout de suite. Alors, pour la somme S1, on note en fait qu'il y a 500 termes. Parce que la formule qu'il faut retenir, enfin la première donnée qu'il faut inscrire, qu'il faut écrire dans la formule, c'est le nombre de termes. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver le nombre de termes. De 1 à 500, ça se fait plutôt bien, ça se comprend plutôt bien. Il y a 500 termes. Et en gros, la progression se fait de plus 1 en plus 1. Donc on est bien sur une somme qui est arithmétique. Donc, comme on sait qu'il faut multiplier le nombre de termes par le premier plus le dernier divisé par 2, bah ça se comprend plutôt bien, hein. 500 termes multipliés par le premier terme, c'est 1, plus le dernier terme, c'est 500, divisé par 2, ça fait ce calcul-là. Voilà.
Deuxième somme maintenant. Alors, en fait, ici, il y a une petite astuce. On se rend compte que on sait on à l'intuité, on ne sait pas trop combien il y a de termes, parce qu'en fait, ça va de 2 en 2. Donc on se doute bien que c'est arithmétique, sauf que, malheureusement, il y a une progression qui se fait de plus 2 en plus 2. Donc pour, un néophyte, ça peut être un peu complexe. Ce qu'il faut regarder, en fait, c'est de se dire: «Mais en fait, chaque terme, il est multiplié par 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire: «Ah bah, c'est simple. En fait, mon 2 c'est 2 fois 1. Le 4 c'est 2 fois 2. Le 6 c'est 2 fois 3. Et le dernier terme là, 2000, c'est 2 fois 1000. Donc en fait, c'est comme si j'écrivais une somme qui est 2 fois 1 plus 2 plus 3 plus 4 et cetera jusqu'à 1000. Donc on a le droit de sortir le 2, de le mettre en facteur et après on se dit: «Bon, bah, très bien, j'ai mon facteur 2, je le mets de côté et qu'est-ce que je vais faire?» Bah, je vais simplement appliquer la formule que je viens d'appliquer avant, mais pour la somme 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 1000. Donc en fait, ça va nous donner un calcul intermédiaire où on se rend compte qu'effectivement, c'est bien une somme arithmétique parce que ça va de plus 1 en plus 1, donc c'est beaucoup plus facile. On sait qu'il y a 1000 termes parce que de 1 à 1000, il y a 1000 termes. Le premier terme étant 1000, étant 1, pardon, et le dernier terme étant 1000, divisé par 2, ça nous donne 50 000, 500 500, pardon. Et ensuite, il faut multiplier ça par 2 et on trouve le résultat final. On avait mis, notre facteur, un peu de côté et ben, il suffit de multiplier par la somme du calcul intermédiaire et on trouve le bon résultat. Alors maintenant, d'autres sommes. Donc cette fois-ci, celles-ci sont un peu plus compliquées, un peu moins directes à calculer. Alors je vous laisse poser la vidéo et puis, on va corriger ça tout de suite. Alors regardons la correction. Donc, en fait, ici, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de trouver un moyen de compter le nombre de termes. De 4 à 91, comme ça, à l'intuité, c'est pas si facile que ça. Donc, il faut essayer de trouver, en fait, un moyen assez simple de calculer le nombre de termes. Donc, ce qu'on peut faire, en fait, c'est un dénombrement. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je ferai. Il y a plein de techniques possibles, mais c'est ce qui me semble être le plus pragmatique et en tout cas le plus facile d'accès. En fait, ce qu'on remarque, c'est que en prenant la somme, S3, on sent que ça va de 3 en 3. Bon, mais il y a un léger décalage. Ici, en fait, ce qu'il faut essayer de se dire, c'est que, 4, bah, en fait, c'est 1 plus 3 fois 1. 7, c'est 1 plus 3 fois 2 et ainsi de suite. Après, on a 1 plus 3 fois 3 et ainsi de suite et ainsi de suite et on se rend compte que 91, en fait, c'est 1 plus 3 fois 30. Et donc, en comptant, en dénombrant chaque morceau, en fait, on se rend compte que on peut compter chaque terme de 1 à 30 parce que si 91 c'est égal à 1 plus 3 fois 30, bah, ça veut dire qu'en fait, la relation qu'il y a entre tous ces termes, c'est 1 plus 3 fois n. Donc il y a bien 30 termes. Donc après, c'est simple, il suffit d'utiliser la formule du cours. Ça fait 30 fois le premier terme 4 plus 91 qui est le dernier terme divisé par 2 et on trouve ça. Alors, maintenant, la correction de, la quatrième somme. Alors, c'est une somme géométrique, parce qu'en fait, on identifie tout de suite que pour passer de 8 à -4, on fait fois -1,5, enfin -1,5. Ensuite, de -4 à 2, bah oui, ça confirme exactement ça et de 2 à -1, on est bien sur une raison géométrique qui est -1,5. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer toujours de calculer le nombre de termes. Donc comment on fait? Bah, il y a la stratégie que moi j'emploierais, en examen, c'est de me dire: «Bon, on va essayer de couper la somme en 2 pour voir jusqu'où ça va». Donc en gros, j'ai mes premiers termes, donc de 8 à -1, on compte, il y a 4 termes. Il y a 8, -4, 2 et -1. Calculons le terme d'après. Donc en fait, pour passer de -1 à 1/2, bah, effectivement, la raison se calcule bien. Alors à quoi ça va nous aider de calculer le 1/2 là, ici? C'est-à-dire le terme qui est juste après le -1. Bah, en fait, ça nous permet de calculer, avec des exposants et en fait, on se rend bien compte que si on prend, si on met de côté nos 4 premiers termes, on analyse le restant de la somme qui va de 1/2 à 1/128 et en fait, on se rend compte que ce sont des puissances de 2 et donc 1/2, c'est 1 divisé par 2 puissance 1.
et cetera, et cetera, et cetera. Moins 1 64e, et ben, il se trouve que c'est bien moins 1 divisé par 2 puissance 6. Et le dernier terme, 1 divisé par 2 puissance 7. Donc c'est-à-dire qu'en fait, du 1/2 jusqu'au 1/128e, il y a 7 termes. Donc si on ajoute les 7 termes aux 4 premiers, eh ben, ça nous fait un total de 11 termes. C'est-à-dire que dans cette suite, il y a bien, enfin dans cette somme, il y a bien 11 termes. Donc après, il suffit d'appliquer la formule du cours, c'est-à-dire que le premier terme ici, ça va être égal à 8. Et ensuite, comme on connaît la raison, ça fait moins 1/2. Et le nombre de termes, c'est 11. Donc je vous laisse regarder le calcul, mais normalement, on doit trouver à peu près ça. Donc, pour la suite, je voudrais juste faire une petite synthèse sur vraiment si vous faites des feuilles de révision, des fiches Bristol, et si vous voulez en gros vraiment en amont de la préparation d'examen, pouvoir, avoir une idée claire de ce qu'il faut savoir et comment réviser en faisant plein d'exercices, en étant sûr qu'on est bien confiant sur le savoir qu'il faut maîtriser. Voici un récapitulatif. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour les suites arithmétiques, on a une relation de récurrence qui ajoute la raison, on a une forme explicite qui fait n fois r. Le critère de D'Alembert, c'est-à-dire la façon qu'on a d'analyser les variations, elle se fait en faisant un plus 1 moins un, d'accord, qui nous donne r. En bas, si effectivement, ça c'est uniquement pour les suites arithmétiques, si un plus 1 est supérieur à un, alors la suite est croissante. Si un plus 1 est plus petit que un, alors la suite est décroissante. Attention, ça n'est pas vrai pour les suites géométriques. Pour les suites géométriques, il faut bien regarder le comportement, enfin, en tout cas, il faut bien regarder la raison et le comportement de la suite par la raison. La relation de récurrence se fait en un fois q. La forme explicite se fait en multipliant q avec, en puissance, le nombre de termes, donc n. Et le critère de D'Alembert, lui, se fait cette fois-ci en un plus 1 divisé par un. Voilà. Donc pour analyser la monotonie de la suite sur une suite géométrique, il faut bien regarder la raison. Il ne faut pas faire la formule un plus 1 plus grand ou plus petit que un. Et enfin, il y a les formules de somme qu'on vient de faire dans les exercices. Donc n'hésitez pas à laisser, vos commentaires ou à poser des questions, likez la vidéo, si vous avez aimé, si vous trouvez que ça vous a aidé et bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes révisions, pour, la préparation, des bacs ou, d'un examen prochain et vive les mathématiques!